de vous recevoir par l'intermédiaire de la librairie Masséna. C'est la première réunion que nous faisons ici, le parti de gauche. Ça, c'est pas la dernière, parce qu'à la fin du mois, retenez bien vos places, à la fin du mois, nous faisons de nouveau une réunion ici, avec Éric Coquerel, le secrétaire national du parti de gauche, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Au cœur du front de gauche », et qui va faire une conférence sur quel avenir le front de gauche. Et donc c'est quelque chose d'assez important. Et ça sera le 31 de ce mois, le jeudi de la même manière. Par ailleurs, il y a eu les assises de l'écosocialisme au parti de gauche le 1er décembre, qui a réuni pendant toute une journée des intervenants, à la fois de tous les partis qui composent le front de gauche, mais à la fois des experts, des spécialistes, on va dire plutôt que des experts, sur le sujet de l'écosocialisme et de l'écologie et du socialisme. Ça a été très fructueux. Il y a eu des tables rondes d'ailleurs, auxquelles l'une des tables rondes, Arnaud Munster, que je vais vous présenter dans 2 secondes, a participé. Et on a décidé de multiplier les occasions en France, dans les régions, de dupliquer les sujets de ces assises de l'écosocialisme du 1er décembre à Paris. Et donc, pendant toute l'année 2013, on va parler de l'écosocialisme. D'ores et déjà, on a une date au mois de février. Le 23 février, toute la journée, toute l'après-midi, nous allons faire des ateliers à Montsartou, à l'aquarium, où chacun, on va mettre au point des programmes pour un petit peu toutes les formations, mais ce ne sont pas tant les formations qu'on va inviter, ce sont les hommes et les femmes qui sont de ces formations, qui soient de la gauche anticapitaliste, ou de la gauche unitaire, ou évidemment du Parti communiste, du Parti de gauche, des alternatives de la phase, et aussi des intervenants qui ne sont pas dans le front de gauche, qui ont une expertise ou qui sont, disons, spécialistes de ces sujets, et qui peuvent venir indifféremment de simples citoyens ou des gens de Europe Écologie, ou de... Voilà, c'est très ouvert, ça sera très ouvert. Les tables rondes auront des sujets dont on va débattre ensemble avec les formations après la conférence, qui pourront être sur l'autogestion, sur la décroissance, sur des sujets qui intéressent en particulier certaines formations politiques qui sont les vôtres. Voilà. Donc il faut noter cette date. Viendra de Paris Corinne Morel-Darleux, qui était l'instigation, qui est l'instigatrice de ces assises du socialisme le 1er décembre dernier. Elle est secrétaire nationale du parti de gauche à l'écologie, mais on aura aussi des camarades qui viendront de Marseille. Il y aura Jacques Le Réchaume, très certainement, de la GU, il y aura d'autres personnages, il y aura Luc Léandry du PG qui est conseiller régional. Et on va essayer de mettre au point ces ateliers. Voilà, le 23 février. En attendant, je vais vous présenter donc Arnaud Munster, qui est philosophe, qui a fait un parcours de professeur de philosophie et d'écrivain et de conférencier, très aguerri au problème de l'écosocialisme, marxiste. Et avant de lui laisser la parole, je voudrais... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, ça y est. 1, 2, 3, 4, présenter Arnaud Munster. Et oui, c'est ça ce que je voulais dire. Une dernière chose, c'est que la conférence de ce soir va expliquer la genèse de l'écosocialisme depuis son début, avec les premiers intervenants sur ce sujet. Et ensuite... il y aura des questions, le micro circulera parmi vous, il y aura un débat. Donc il y aura une conférence d'environ 35 minutes pour expliquer. Entendons-nous bien, cette conférence, c'est le prélude à tout ce semestre ou toute cette année de travail sur l'écosocialisme. C'est un premier jet, et ensuite on pourra aller avancer un peu plus.
lorsque tout le monde sera un petit peu plus au courant de comment ça s'est fabriqué. Donc ça sera plus une explication historique et pratique qu'un travail sur le fond, puisqu'on se réserve de nombreuses interventions dans le semestre sur ce sujet. Maintenant, je passe la parole à Arnaud, qui va nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je vous remercie tous. Et je voudrais, en tant que philosophe, d'abord faire une petite leçon d'étymologique. Parce que, bien, depuis l'invention, d'abord, qu'est-ce que c'est le socialisme? Depuis l'invention du mot socialisme par Robert Owen en 1834, dans une lettre à Pierre Leroux, qui était un représentant du socialisme utopique en France, avec Saint-Simon, Fourier, Cabet et quelques autres, socialisme désigne une doctrine, une théorie de l'émancipation qui est liée à un mouvement social ascendant, revendiquant l'égalité, la fraternité et la justice sociale, ainsi que le bonheur pour tous dans un monde autre, libéré de la domination de l'argent, de la servitude, de l'aliénation et de l'exploitation des travailleurs et des pauvres par les riches, les possédants et les détenteurs du capital. Donc porté par le mouvement ouvrier, une petite partie de la bourgeoisie et l'intelligentsia révolutionnaire, le socialisme-communisme incarnait tout au long du 19e et 20e siècle l'espoir des sous-privilégiés de briser les chaînes de cette domination afin de pouvoir inaugurer une ère nouvelle pour l'humanité tout entière. Or, au courant du XXe siècle, qui est devenu le laboratoire de l'expérience de la réalisation historique de l'idée du socialisme-communisme, l'image du socialisme a été malheureusement dégradée et détériorée, et par la dégénérescence de l'État soviétique en une dictature bureaucratique stalinienne après la mort de Lénine, à savoir la dictature des apparatchiks du parti unique, instaurant sur les ruines du tsarisme autocratique un pouvoir étatique totalitaire, et deuxièmement par l'action politique de la social-démocratie, se contentant chaque fois, dès l'arrivée au gouvernement, à gérer docilement les affaires du capitalisme en ne réalisant que quelques petites réformes insignifiantes et en oubliant vite les promesses données aux masses pendant les campagnes électorales. Donc ça se répète cycliquement, hein, ne l'oublions pas. Depuis 1936, Léon Blum, le Front Populaire, etc., après-guerre avec Guy Mollet et tout ça. Ça se répète cycliquement, c'est toujours la même chose. Donc, indéniablement, ces deux faits historiques, la bourgeoisie et la droite conservatrice et libérale ont pu tirer le maximum de profit pour consolider leur pouvoir économique, idéologique et culturel, notamment après la chute du mur de Berlin et l'implosion du système soviétique, et pour imposer le système du capitalisme néolibéral aux ex-pays socialistes de l'Est, mais sans pouvoir maîtriser pour autant les effets négatifs et désastreux de la crise écologique et de la crise financière, bancaire mondiale. Donc, d'où la nécessité d'une refondation du socialisme, donc, qui a d'ailleurs bien été souligné par Jean-Luc Mélenchon dans son discours final aux Assises, et aussi dans son livre sur la règle verte. Donc, nécessité de faire, pour sortir de cette crise, pour donner, disons, une nouvelle santé à cette image dégradée du socialisme, pour revitaliser le socialisme, pour le transformer de nouveau dans un espoir pour les masses. Donc, nécessité d'une synthèse du socialisme et de ses valeurs fondamentales, mais sans le productivisme, avec le paradigme écologique. Donc, la crise écologique, à savoir celle de la rarification des ressources énergétiques fossiles, naturelles, et la prise de conscience des grands dangers
pour la survie de l'humanité, déclenchée par le réchauffement climatique de la planète et par la prolifération nucléaire, ont fourni maints arguments supplémentaires pour une reformulation du projet socialiste dans une perspective écologique qui devrait nécessairement déboucher sur le projet d'une synthèse entre le socialisme et l'écologie politique. Et ainsi qu'on a vu émerger, au courant des années 70, déjà, après le mai 68 et la guerre du Vietnam, pour l'essentiel, deux courants écosocialistes presque simultanément. À la gauche du mouvement écologique, in statu nascendi, et dans les courants d'un marxisme radical. C'est-à-dire, premièrement, donc il y avait un courant écosocialiste, marxiste, internationaliste, s'appuyant théoriquement, essentiellement sur les écrits de Marx et les passages des manuscrits de 1944 et du Capital, dénonçant le potentiel destructeur de la nature et de l'environnement d'un capitalisme effréné, toujours avide de l'exploitation des ressources naturelles, ainsi que l'infinitisme productiviste, donc courant dont les principaux représentants aux États-Unis, au Brésil et en France sont Joël Covel et Michael Hovy, et deuxièmement, un courant écologiste, socialiste de gauche, autogestionnaire, articulant surtout le mouvement de protestation contre les centrales nucléaires en France, avec la revendication de la décroissance, avec un tiers-mondisme anticolonialiste, écologiste, résolu à dépasser et à combattre la destruction systématique des écosystèmes et de l'agriculture des pays du tiers-monde par les multinationales, etc. C'est le courant croissant. René Dumont, et après lui, André Gortz, tous deux avaient une orientation anticapitaliste. Tandis que le premier courant, maintenant ce qui s'est passé sur le plan historique, tandis que le premier courant marxiste internationaliste, organisé autour du réseau écosocialiste international, composé essentiellement d'intellectuels de gauche radicaux nord-américains, canadiens et brésiliens, a pu se réaffirmer en Europe, c'est-à-dire en France, par la publication en 2001 par Joël Covel et Michael Hovy d'un manifeste écosocialiste en 2001. Donc le second courant écosocialiste, autogestionnaire, socialiste de gauche, a été porté en Europe au courant des années 80 et 90 par un mouvement écologique qui est devenu majoritairement d'orientation réformiste, les Verts, Europe Écologie Les Verts. Et en même temps, il a été renforcé sur le plan des idées énormément par les publications d'André Gortz, notamment son livre Écologie politique, 1975, Capitalisme, socialisme et écologie, 1991. Encore les Ecologica, publié en 2009, un an après sa mort. Or, autre étape très importante, évidemment, la conférence de Belém. Dans la déclaration écosocialiste de Belém en 2009, le mouvement écosocialiste avait été défini comme un mouvement visant à stopper et à renverser le processus désastreux du réchauffement global en particulier et l'écocide capitaliste en général, et à construire une alternative radicale au système capitaliste. Il a été décrit comme un mouvement qui s'enracine dans une économie transformée, fondée sur des valeurs de justice sociale et d'équilibre écologique. Il critique donc l'écologie du marché capitaliste et le productivisme et redéfinit le chemin et le but du socialisme dans un cadre écologique et démocratique. Et depuis cette déclaration solennelle, toute une série d'événements et de catastrophes écologiques intervenues ces dernières années, et en premier lieu celle de Fukushima, ont conforté les opposants à la mondialisation capitaliste néolibérale et les partisans de l'écosocialisme dans leur conviction qu'il ne suffit plus de dénoncer
les irresponsabilités gouvernementales, par exemple celle des grands trusts multinationaux et du capitalisme en général, en matière de destruction de l'environnement et de ressources naturelles, accélérant ainsi la marche inéluctable de notre globe vers l'écocide et la catastrophe écologique totale, mais qu'il faudrait prendre aussi des mesures d'urgence destinées à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre, pour sortir du nucléaire, à promouvoir les énergies renouvelables, etc., etc. Or, comme vous le savez bien, les grandes conférences internationales récentes, comme par exemple le sommet climatique de Copenhague en 2010, celui de Durban en 2011, ou tout récemment celui de Doha en 2012, ont révélé l'incapacité des gouvernements responsables des excès donc de pollution sur notre globe, notamment des États-Unis et la Chine, de s'engager pour une limitation significative des émissions CO2, en fixant des dates et des quotas précises. Donc on continue donc à polluer à grande échelle avec le maintien de complexes chimiques qui sont des véritables méga-machines industrielles de la pollution, sans se soucier des graves conséquences néfastes de cela pour les populations locales concernées et pour l'humanité tout entière, sans se soucier aussi des conséquences vraiment dramatiques qu'aura l'augmentation de la température du globe d'ici à l'an 2050 de 4 degrés, à savoir l'élévation significative du niveau de mer, l'inondation d'un grand nombre de grandes villes, etc. Donc c'est vraiment, même vraiment dire, de l'irresponsabilité, alors des conséquences très graves, alors qui viennent sur nous. Donc, dans mon livre, j'ai voulu évidemment montrer la genèse historique de ce courant éco-socialiste. Et évidemment, un des premiers grands moments était la candidature de René Dumont en ce qui concerne la France. L'année 1974 marquait incontestablement l'année du grand tournant en matière d'écologie politique. C'était l'année de l'entrée définitive et spectaculaire de l'écologie politique dans l'arène politique, dans le paysage politique de notre pays. Cette percée est, il n'y a pas le moindre doute, non seulement dû au grand rassemblement des divers groupes et associations écologistes organisés cette année-là contre la construction et la mise en service de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace, où plus de 10 000 personnes militants ont été réunis pour demander l'arrêt immédiat du nucléaire, mais aussi dû à l'action courageuse d'une personnalité exceptionnelle qui devrait bientôt devenir une sorte de figure de proue du mouvement écologiste français, et aussi donc de l'écosocialisme français qui est en train de naître, et c'est René Dumont, le professeur René Dumont. Parce que la candidature de René Dumont, Dumont qui est mort en 2001, sa candidature aux élections présidentielles de l'année 1974 était tout d'abord motivée par la volonté de fédérer divers courants écologistes nés entre 1960 et 1970 en France, c'est-à-dire des courants écolo-libertaires jusqu'aux courants environnementalistes autour d'Antoine Wächter, etc. Mais au cours de la campagne, elle devenait de plus en plus aussi le symbole et l'expression même d'une forte volonté de changement écologique et politique. Évidemment, ces sympathies pour le socialisme autogestionnaire permettent d'agréer donc des militants bien au-delà des cercles écologistes et d'ancrer sa campagne clairement à gauche, notamment donc grâce aux militants qui ne se satisfont pas de l'appui du PSU à François Mitterrand dès le premier tour.
Donc, avec son style, son engagement, son tiers-mondisme, ses grandes compétences, notamment dans le domaine de l'agriculture et des problèmes de l'Afrique, Dumont s'imposait bientôt comme le premier grand représentant intellectuel français d'une écologie politique nouvelle, clairement orientée vers l'écosocialisme, articulée avec la critique de la domination économique et politique exercée par les pays riches sur les pays pauvres. Et dans son programme pour une autre civilisation, donc René Dumont s'exprime, entre autres, contre le gaspillage des ressources naturelles, contre l'exploitation du tiers-monde et des travailleurs, contre la course aux armements, contre la démographie galopante, contre la surconsommation des pays riches aux dépens des pays exploités et contre la folie nucléaire. Donc ce sont beaucoup de contre, évidemment, mais quant à ces options positives, Dumont avait aussi exigé premièrement, une limitation de la croissance économique aveugle, deuxièmement, une société décentralisée et autogérée, troisièmement, la limitation des naissances, quatrièmement, une redistribution égalitaire des richesses, cinquièmement, une diminution radicale du temps du travail, évitant le chômage, puis la protection de la nature de la campagne, et un moratoire de l'industrie nucléaire et des techniques décentralisées, non polluantes et fondées sur les ressources renouvelables. Donc tout ça était déjà dans le programme des premiers candidats écologiques en France, en 1974, dans le programme de René Dumont. Donc, Dumont avait aussi réuni sur une seule et même plateforme politique les revendications des pacifistes et des écologistes décroissants, en insistant beaucoup dans ses tracts, dans ses appels de campagne sur le fait que face à la crise de l'environnement et de l'énergie, et face à la crise globale et radicale de la civilisation industrielle, des solutions existent, qu'on peut s'en sortir en faisant sien le mot d'ordre, qu'une civilisation du bonheur est possible, bon, malgré tout. Et parmi ces solutions, René Dumont préconisait, entre autres, donc, par exemple, pour substituer les énergies fossiles bientôt épuisées, des énergies non polluantes, donc, le vent, la géothermie, les marées, les petites chutes d'eau et surtout l'énergie solaire. Donc c'est le premier qui a exigé la construction d'éoliennes. Je dis en ce moment, il y en a 22 000 en Allemagne. Combien il y en a en France? Le retard est considérable. C'est quelque chose Donc déjà en 1974, René Dumont l'avait exigé. Donc je dis, au niveau social, Dumont nous oriente vers les comités de quartier ou de village, des groupes d'entreprises, en bref, vers toutes les formes d'auto-organisation et d'autogestion. Par exemple, celle née au cours de la lutte de Chélip. Je sais de quoi je parle parce que je suis allé à l'époque à Besançon et j'ai fait un grand reportage donc, sur cette lutte des travailleurs de Chélip, la grève active, etc. Donc qui a évidemment, dont on a parlé pendant plusieurs années à partir de septembre 1973. Donc la société de demain que nous recherchons, plus en accord avec la nature, disait René Dumont, permettrait à chacun de s'épanouir dans le dévouement à la collectivité. Celui-ci ne fleurira que si chacun est appelé à participer effectivement aux grandes décisions qui le concernent. Donc il s'agissait là d'excellentes perspectives politiques, je pense, articulant les revendications écologistes les plus importantes et les plus spectaculaires avec les aspirations utopiques socialistes à la construction d'une société nouvelle, sans hiérarchie, sans exploitation, sans injustice sociale. Ces propositions enrichissaient énormément la campagne présidentielle par un ton nouveau, non conventionnel
et un souffle révolutionnaire apte à ranimer les souvenirs et les grandes espérances du mouvement de mai 68. Et comme Dumont le souligne, donc dans la conclusion de son livre, l'écologie socialiste va donc beaucoup plus loin que tous les programmes communs de la droite ou même de la gauche. Elle se situe bien à la gauche de la gauche, dans une optique toute nouvelle. Elle n'est donc pas apolitique, puisqu'elle est d'abord anticapitaliste. Elle exige beaucoup de plus de nous, une révolution interne de nos conceptions, de nos mentalités, de nos relations. Elle nous oblige à chercher à être plus et non pas à avoir plus. L'association des légitimes revendications du tiers-monde d'aujourd'hui et des nécessités de la survie, des exigences des générations futures, nous permettront d'en établir les bases. Donc les plus exploités du monde riche doivent rapprocher leurs revendications de celles plus légitimes encore des affamés du tiers-monde. Donc en affirmant donc que l'écologie nous oblige à renouveler toutes nos conceptions, Dumont a esquissé volontairement l'utopie d'un nouvel ordre mondial qui devrait mettre fin aux pires injustices et instaurer les structures d'une société nouvelle. Je cite. Voilà ce qu'il dit Dumont dans son livre « Seule une écologie socialiste », publié chez Robert Laffont en 1977, parce que personne ne l'a lu, moi je suis le seul qui l'a lu. Donc, mais voilà, donc moi je le cite. Donc le socialisme dont je recherche encore des bases nouvelles et qui ne peut se rattacher actuellement au parti du même nom, devrait mettre en avant la possibilité d'un nouvel ordre mondial dont les dominations économiques, politiques et culturelles seraient bannies. Il comporte le désarmement général, la recherche d'un monde prenant en compte les exigences de ceux qui ne sont pas encore nés, les générations futures. Et dans un motif de Jonas a beaucoup développé dans son livre sur le principe de responsabilité, mais dans une autre perspective. Donc le socialisme écologique, affirme Dumont, donc, ou mieux encore l'écologie socialiste que nous allons construire. On est en cette année 1977 au stade des sociétés de pensée qui cherchaient vers 1760, 1780, donc avant la Révolution française, les bases d'une société nouvelle. Donc c'était les précurseurs de notre révolution. Voilà, pareil maintenant. Ça me semble la même situation. Donc en ce sens précis, donc la campagne de René Dumont pour les présidentielles de 74 représentait et exprimait un immense espoir. Et certes, cette campagne dont le but était tout d'abord d'écologiser les partis politiques, mais aussi de politiser au maximum les écologistes, a eu un impact certain, mais cela ne changeait malheureusement rien à la situation que René Dumont, tout au long de cette campagne, donc qui opposait principalement la droite libérale autour de Giscard d'Estaing aux socialistes et aux communistes. Lui, il est resté un prêcheur dans le désert, qu'on aimait certes écouter, mais qu'on ne suivait pas. Parce qu'à cause du vote utile, bien sûr, les voix potentielles écologistes se sont portées sur le candidat socialiste, sur Mitterrand, donc qui a raflé toutes ces voix, donc, que René Dumont aurait dû logiquement obtenir. Et il explique pourquoi, en fin de compte, en mai 1974, il n'a obtenu, la candidature de Dumont a eu 1,33% de voix exprimées au premier tour. C'était pour citer la première grande émergence et défaite, bien sûr, du mouvement éco-socialiste français. Donc, prochaine étape, évidemment, il y a eu un courant éco-socialiste important en Grande-Bretagne, c'est-à-dire autour d'un courant donc, qui a été fondé par David Pepper, qui est un professeur de sociologie à l'université d'Oxford, qui est auteur en même temps d'un livre donc, important donc, sur l'éco-socialisme, intitulé « Eco-Socialism from Deep Ecology to Social Justice ». Donc, ce livre est pour l'essentiel une réfutation, une réplique
aux thèses, n'est-ce pas, de l'écologie profonde. Donc, le courant prédominant de l'écologie était évidemment, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à l'émergence de la candidature de Dumont en France, jusqu'à l'arrivée d'André Gortz sur la scène de l'écologie politique. Alors, l'écologie profonde régnait en maître absolu, n'est-ce pas? Donc, c'était le courant fondé par le professeur norvégien Arne Næss d'Oslo, donc, qui était, on peut dire, une sorte d'écosophie, une écologie comprise comme une écosophie naturaliste et anti-anthropologique, donc qui évidemment s'est répandue à partir de la Norvège très rapidement, donc sur toute l'Europe et de là sur le monde entier. Donc en réaction à cela, évidemment, il y a eu donc le courant, est né le courant écosocialiste aux États-Unis, mais aussi celui mené par David Pepper en Grande-Bretagne, parce que le premier vraiment à formuler réellement cette réponse théorique et politique à l'écosophie de l'écologie profonde, c'était Pepper, qui s'efforçait avec son livre, donc l'écosocialisme de l'écologie profonde vers la justice sociale, d'opposer une vision anticapitaliste, libertaire et écosocialiste à l'écosophie de l'écologie profonde, soupçonnée d'être anti-humaniste. Donc pour une grande partie, donc les réserves et critiques exprimées par Pepper à l'égard de l'écologie profonde traduisent et expriment les positions d'une écologie sociale soucieuse d'analyser la crise écologique présente dans le contexte des contradictions et des crises sociales contemporaines. Pour Pepper, donc l'écosocialisme, c'est à la fois un mouvement écologique anthropocentrique, mais non pas au sens du capitalisme technocratique, et humaniste, qui rejette les mystifications de la bioéthique et de la nature, de l'écologie profonde, ainsi que tout anti-humanisme, tout en accordant une attention spéciale à la spiritualité humaine et à la nécessité d'une interaction non matérielle avec la nature. Les humains, affirme Pepper, ce ne sont pas des polluants. Évidemment, ce ne sont pas des animaux, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des polluants, ils ne sont pas non plus coupables d'hybris, d'agression, de surcompétitivité ou d'autres sauvageries. Les humains ne sont pas des animaux, mais la nature non humaine n'est jamais extérieure à la société. La nature que nous apercevons est socialement perçue et produite. Et que ce que les humains font est naturel. Donc, le lien avec le social se fait, selon David Pepper, par l'appropriation collective du contrôle de notre rapport avec la nature par le biais de la propriété commune des moyens de production. Une revendication socialiste fondamentale. Puisque la production est au centre même de notre relation avec la nature, même s'il n'est pas le tout de ce rapport. Donc nous ne devons pas dominer ou exploiter la nature dans le cadre d'une tentative de transcendance des limites et des lois naturelles, mais nous devrions dominer, c'est-à-dire planifier et contrôler collectivement notre relation avec la nature pour le bien collectif. Et c'est dans ce contexte-là que Pepper a inventé le concept de planification écologique. L'écosocialisme, donc selon Pepper, veut surtout tenir compte, en ce qui concerne la question des ressources, des contraintes constituant les limites de la puissance de transformation de la nature par l'homme. Donc les limites naturelles d'un mode de production donné ne sont pas les limites universelles, d'un genre universel de tous les modes de production. L'écosocialisme, dit-il, devrait aussi modifier les besoins en redéfinissant le bien-être selon les propositions de William Morris, donc philosophe anglais, utopiste fin du XIXe siècle, donc, qui comporte des revendications d'un bien-être matériel raisonnable pour une production socialiste, puisque celle-ci comporte des limites
alors que les besoins humains deviennent toujours plus sophistiqués dans le développement économique socialiste. Cela ne signifie pourtant pas automatiquement le rejet en soi et total de la production et de l'industrie. Mais il s'agit bien de mettre en évidence comment, et à quel point le capitalisme est devenu aujourd'hui un obstacle au développement désaliéné et rationnel des forces productives. David Pepper n'adhère donc pas vraiment à la théorie de l'antiproductivisme et de la décroissance comme seule alternative au capitalisme libéral, engagé dans une course infinie à la croissance industrielle, la plus-value, le profit, en estimant donc que sous une forme désaliénée, l'industrie devenue socialiste et fonctionnant selon les critères et des normes socialistes pourrait bien être libératrice. Et par conséquent, Pepper plaide en faveur de la substitution du mode de production capitaliste par un mode de production socialiste où, contrairement à la situation actuelle, la technologie sera adaptée à la nature, y compris la nature humaine, au lieu d'être destructrice, tout en renforçant la compétence et le pouvoir de contrôle des producteurs. Et cette défense d'un nouveau mode de production socialiste va évidemment de pair avec la défense d'une économie socialiste, écologiste, planifiée. C'est pour réfuter exclusivement les idées des pourfendeurs d'un bureaucratisme étatique socialiste fondé sur une économie planifiée, centralisée, que Pepper nous renvoie à Frenkel, auteur entre autres du livre Post-Industrial Utopians, Cambridge, publié après 1987, qui ne cesse de souligner que les petites communes et toutes les autres alternatives informelles ne peuvent exister sans les structures administratives et sociales complexes qui sont absolument nécessaires pour garantir la participation démocratique, les droits civiques et la coordination égalitaire de ressources économiques. Donc, en outre, Pepper tient-il à souligner que les principes socialistes fondamentaux tels que l'égalitarisme, éliminant donc le capitalisme et la pauvreté, la distribution des richesses selon les besoins et le contrôle démocratique de nos vies et de nos communautés sont aussi des principes environnementaux de base. Donc ce serait une illusion, selon Pepper, de vouloir aussi se passer complètement dans ce mouvement d'émancipation rénové, redynamisé par la prise de conscience des problèmes écologiques du mouvement ouvrier. Et c'est probablement la raison pour laquelle Pepper va défendre, donc avec une certaine radicalité, la thèse de la nécessité de la conversion du mouvement travailliste anglais en un mouvement travailliste écologiste, puisque ce mouvement ouvrier, injustement déconsidéré par certains, devrait quand même, et malgré tout, demeurer une force clé du changement social en redécouvrant son potentiel et en se redéfinissant, se restructurant politiquement comme un mouvement écologiste, environnemental, avec un mouvement syndical historique, son socialisme utopique et ses mouvements de retour à la nature. Donc, Pepper aussi, alors, s'appuie sur Marx, il s'appuie sur Kropotkin, il s'appuie sur les représentants de l'anarcho-syndicalisme, et s'efforce également de jeter les fondements théoriques pour un écosocialisme radical, étant persuadé que le capitalisme est quand même le principal responsable de la destruction, de la dégradation des écosystèmes et de l'accroissement des injustices sociales dans le monde. Et en ce sens précis, son livre doit être compris comme un appel solennel adressé aux écologistes, aux Verts, de bien vouloir mener une politique éco-socialiste cohérente. Évidemment, ce qui n'a pas été fait par les Verts. Hein. On peut critiquer évidemment justement à ce propos ce qui s'est passé avec Anna Lipietz, n'est-ce pas, donc, qui est vraiment passé d'un point de vue l'extrême gauche à une position réformiste un peu décevante. Donc, ce faisant, Pepper, il rejette aussi le biocentrisme, les théories simplistes relatives à la croissance et à la surpopulation d'Arnès, donc l'écologie profonde, ainsi que les déficits, les contradictions dans les approches des partis verts
de la politique postmoderne et de l'écologie radicale. Donc son objectif, c'est l'esquisse d'une synthèse productive entre le socialisme marxiste, sans le léninisme, l'anarchisme et l'écologie radicale, en tenant spécialement compte non seulement des diverses formes et pratiques d'un éco-anarchisme prônant l'alternative d'un anarcho-communautarisme et des théories anarcho-syndicalistes de Russell, mais aussi des différences de principe entre le socialisme et l'anarchisme. En d'autres mots, il s'agit, pour Pepper, d'élaborer dans ce contexte théorique précis une analyse éco-socialiste anthropocentrique débouchant sur une perspective radicale, socialement juste et environnementalement favorable des problématiques vertes. Et parce que pour lui, donc, la justice sociale est donc le problème environnemental majeur et non pas, comme le pensent certains représentants d'un écologisme réformiste, libéral, le respect, exclusivement le respect des valeurs intrinsèques de la nature. Elle est donc la véritable condition préalable du combat contre l'ozone, contre le réchauffement de la planète et tout le reste. Donc il s'agit donc, pour Pepper principalement, d'inciter les Verts à intégrer et à assimiler des perspectives marxistes socialistes dans leurs analyses et d'approfondir le débat entre rouge et vert au sujet de la crise écologique. Donc, il conserve pourtant la conviction inébranlable qu'il existe en effet, en dépit de toutes les divergences possibles, de nombreuses convergences théoriques entre les verts rouges et les verts verts, dans la mesure où ils s'opposent tous deux, en tant qu'écologistes radicaux, aux environnementalistes technocratiques, et aussi, bien sûr, à l'écologie profonde, même s'il est évident que les Verts sociaux ont un penchant entraîné vers l'anarchisme, ou vers l'anarcho-communisme à la Kropotkin, ou vers l'écologie sociale à la Marie Bookchin, etc. Mais, évidemment, pour unir de façon efficace les rouges et les verts, il faudrait donc, en préalable, penser Pepper, c'est très intéressant ce point de vue, parce qu'on ne le connaît absolument pas en France. Je ne sais pas pourquoi je parle de lui, personne ici a voulu tenir compte de ce livre extrêmement important sur l'écosocialisme qu'il a publié à Londres en 1993, sauf Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui l'a lu. Alors, il y a des gens ici qui connaissent. Et qui s'en est inspiré, voilà, c'est dire, pour cette théorie, n'est-ce pas, de la planification écologique. Mais il y a, il n'a pas, je pense, très peu de personnes, de toute façon, peut-être je me trompe, mais j'ai jamais entendu parler, par exemple, de lui à Paris pendant. Mais évidemment, depuis toutes les contradictions, divergences réelles, il est possible qu'il puisse y avoir entre socialistes et anarchistes, donc le mot d'ordre, selon lui, de l'alliance rouge-verte, porteuse du projet éco-socialiste, et il devrait et ne peut être que vers l'écologie, vers la société écologique par la justice sociale. C'est pourquoi j'ai choisi cela d'ailleurs aussi comme sous-titre de mon livre, et bien sûr ce credo va de pair avec la critique de tous les courants écolocentristes, bio-régionalistes et écolo-fondamentalistes, car ces derniers ont évidemment une nette tendance à la misanthropie, bien que ce soit tout à fait pour la justice sociale. Ils privilégient l'intérêt de la nature ou ceux des peuples indigènes, et cela conduit nécessairement à l'apolitisme et à la naïveté. Donc, voilà pour un dernier mot alors pour évidemment on va faire circuler la parole sur parce qu'il y a oui. Parmi nos auditeurs des gens, tu as cité Pepper. Je vous l'ai dit en commençant, c'est le premier coup d'envoi d'une part pour Arnaud de son livre Vers un socialisme vert, mais c'est aussi le coup d'envoi pour nous, je le répète, d'une participation de tous à ce qu'est et ce que va devoir être l'écosocialisme. Donc s'il y a des questions dans la salle, ça sera avec plaisir que je vous tendrai le micro. Monsieur ?